Bon, déjà, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Hein. Merci à Pierre-Yves Rougeron et à son équipe de m'accueillir. J'ai préparé des petits portraits, des photos, parce que je trouve que c'est bien qu'on mette des visages sur des noms au fur et à mesure de cet exposé. Alors évidemment, c'est un sujet brûlant dont on va parler ce soir, parce que, comme vous le savez, il y a une élection capitale qui va avoir lieu aux États-Unis dans très peu de temps. Capitale, pourquoi? Parce qu'elle propose deux versions radicalement opposées de l'Amérique, et aussi avec des principes, des valeurs radicalement tout aussi opposées et différentes. Chaque camp essayant plus ou moins de discréditer ou de museler l'autre. Et je pense personnellement que la volonté de museler ce peuple, dans un pays où on est censé ne museler personne, joue un grand rôle dans cette élection, comme il l'a joué dans les trois précédentes. Je dis qu'on est censé museler personne parce que c'est un pays qui a toujours historiquement sacralisé la liberté d'expression, qui est tout de même gravé dans le marbre du premier amendement de sa Constitution. En 1783, George Washington écrit dans une lettre à des officiers de son armée « Si la liberté d'expression nous est retirée, alors, abrutis et silencieux, nous nous laisserons guider tels des moutons vers l'abattoir. » Moins connu que Washington, mais grand intellectuel francophile, ami de Lafayette, l'homme des Lumières radicales que fut Thomas Paine, écrit quant à lui que ce droit que possède l'homme de penser, de parler et d'agir est le premier et le plus important principe de la liberté. Là où l'opinion est libre, que ce soit en matière de gouvernement ou de religion, toutes les divergences d'opinion mèneront à la vérité. Alors on a envie de se poser la question, sommes-nous donc surpris aujourd'hui qu'une époque où l'on ne supporte plus les divergences d'opinion, si elle est aussi celle où l'on ne supporte plus la vérité? Et si encore cette fièvre de la censure n'avait contaminé que le pays de Mark Twain, qui se moquait déjà au XIXe siècle du manque de talent des journalistes américains pour restituer les faits, avec un tant soit peu de souci d'objectivité. Mark Twain qui disait que si on ne lisait pas les journaux, on n'était pas informé, et que si on les lisait, on était mal informé. Eh bien non, le grand frère britannique est lui aussi atteint de cette même fièvre, et malheureusement, les pires lois liberticides qui ont récemment été votées en Europe l'ont été en Écosse, qui est le pays d'Adam Smith et de sa révolution libérale, le pays de David Hume et de l'apparition des Premières Lumières. Essayons donc ensemble de comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment aujourd'hui des études scientifiques ne sont pas publiées outre-Atlantique pour des raisons idéologiques, comment des journaux au nom aussi prestigieux que le New York Times et le Guardian refusent désormais de publier un article important s'il risque de froisser l'un de ses généreux donateurs, comment la police, les voilà, comment la police... Ouais. Comment la police peut aujourd'hui venir frapper à la porte d'un citoyen britannique pour lui mettre une amende à cause d'un tweet qu'il a partagé en un clic depuis son portable. Alors on pourrait diviser la censure aux États-Unis en 4 groupes, la censure politique, qui est parfois gouvernementale, la censure académique, les universités et les écoles, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, la censure au sein de la presse, et la censure populaire, c'est-à-dire un groupe d'opinion qui appelle à la censure, ce qui est plutôt un phénomène nouveau dans un pays où d'ordinaire, on ne touche pas à la sacro-sainte liberté. On ne peut s'empêcher de remarquer que cette censure est globalement réapparue avec l'essor des nouvelles technologies, et nous essaierons de voir ensemble si le lien entre les deux est toujours évident. Mais commençons par la censure gouvernementale. Pour être honnête, le gouvernement américain s'est probablement laissé séduire par des techniques de censure assez peu scrupuleuses ces dernières années, parce qu'au début des années 2000, eh bien, il a laissé fuiter beaucoup trop d'informations compromettantes. Ça commence, rappelez-vous, avec la guerre en Irak, où très rapidement, la presse du monde entier va mettre en doute les raisons invoquées pour envahir le pays du Golfe. En particulier, vous vous en souvenez, le coup des armes de destruction massive, dont on sait maintenant que c'était un mensonge. Revenons quelques jours après le 11 septembre. Le Congrès vote une nouvelle loi antiterroriste controversée qui s'appelle le Patriot Act. Pourquoi est-elle controversée? Déjà parce qu'elle renforce considérablement les pouvoirs des agences gouvernementales américaines que sont
le FBI. Alors, on va faire une petite leçon. Pour tout le monde, qui sait ce que FBI, c'est pour Federal Bureau of Investigation. Je vois que tout le monde sait ici, ça ne me surprend pas. CIA, Central Intelligence Agency, et la NSA, qui est moins connue, qui est la National Security Agency, qui se charge de protéger le territoire. C'est ce qui était chez nous, il y a quelque temps, la DST. Et ce sont ces agences gouvernementales qu'on surnomme l'État profond, le fameux Deep State. Alors, l'État profond, ce n'est pas une théorie de complot qui voudrait que des organisations secrètes gouvernent dans l'ombre, non, c'est juste un surnom. Alors, bien sûr, il y a les indéboulonnables figures des deux partis politiques, mais surtout, tous ces agents fédéraux et ces fonctionnaires qui font carrière dans ces agences gouvernementales et surtout qui ne s'en vont pas à chaque fois que le pouvoir change de main. Alors oui, bon, on va changer le directeur de l'agence ou 2-3 hauts responsables pour faire bien, mais la plupart des fonctionnaires vont rester à leur poste avec souvent des responsabilités et un champ d'action considérable. Donc en matière de surveillance et de renseignement, le Patriot Act facilitait la mise sur écoute de tout appareil de communication utilisé par quiconque ayant des rapports de près ou de loin avec un présumé terroriste. Il permettait la détention prolongée sans inculpation d'étrangers suspects d'activités terroristes, n'importe quel étranger, et donnait l'accès à ces données personnelles sans mandat judiciaire. Tout, appel téléphonique, mail, empreinte bibliothèque, tout. Les Américains, qui sont habitués à veiller sur leur liberté individuelle et le respect de leur vie privée, probablement un peu plus que nous, commencent à s'inquiéter, et à raison, puisque c'est le premier gros hold-up du siècle des agences gouvernementales sur les données personnelles des citoyens. D'autant plus que ces dispositions devaient être temporaires à la base, mais qu'elles ont ensuite été rendues permanentes en 2006, et qu'elles s'appliquent même aux entreprises américaines situées à l'étranger. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises européennes à l'époque, préféraient passer par des hébergeurs non américains pour mieux protéger la confidentialité de leurs données, de leurs brevets, de leur liste de clients et de leurs contrats. Donc, si vous voulez, on est là dans le premier épisode du feuilleton « La vie privée, maintenant c'est terminé ». En ce moment, on doit en être à la 10e saison, je crois. Le Patriot Act va commencer à esquinter la réputation des néoconservateurs, qui sont le clan au pouvoir, et va être à l'origine de l'un des plus gros et des plus célèbres scandales d'espionnage de ce début de siècle, qui est l'affaire Snowden. Alors, je vais vous rappeler rapidement de quoi il s'agit, parce que tout ça nous paraît un petit peu loin maintenant. Edward Snowden, c'est un jeune et discret employé de la NSA qui révèle en 2013 des documents secrets qui détaillent l'étendue des programmes de surveillance menés par les États-Unis. Et on se rend compte que la NSA surveille en masse les communications électroniques de millions d'Américains, mais aussi de nombreux citoyens et dirigeants étrangers. Alors, Snowden, il n'a pas un charisme fou, hein, ce n'est pas une personnalité flamboyante, ce n'est pas un maître espion, il a un physique assez gauche, c'est l'archétype du geek, hein, vous savez, le jeune à lunettes, doué en informatique, un peu grisâtre, qui se nourrit de Tupperware, passe ses nuits entières sur l'ordi. Mais justement, ça va renforcer sa figure de héros ordinaire auprès du grand public. Et très vite, il prend conscience que les techniques de surveillance vont beaucoup trop loin et ça lui pose un cas de conscience. Donc, les dossiers compromettants en main, Snowden contacte le Washington Post et réussit à avoir l'oreille du célèbre journaliste d'investigation du Guardian, Glenn Greenwald. Petite parenthèse, on voit bien à l'époque que c'est encore la droite américaine qui dissimule les informations compromettantes et la gauche qui se bat pour la vérité et la liberté. Ce qui peut nous expliquer éventuellement pourquoi le public des années 2020 a beaucoup de mal à se faire l'idée qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ils ont simplement du mal à suivre. Ces révélations sont publiées en 2013 et font l'effet d'une bombe outre-Atlantique. La NSA accédait directement aux données des GAFAM, les emails, les GAFAM, vous savez ce que c'est, hein, les grandes boîtes technologiques, Google, etc., des emails, des chats, des historiques de navigation. Elle surveillait les transmissions de données des câbles sous-marins de Google et de Yahoo sans leur autorisation et pouvait analyser et collecter les activités en ligne de pratiquement n'importe quel internaute dans le monde, ainsi que des métadonnées téléphoniques. Ça paraît énorme, mais c'est vrai. Et pour finir, on se rend compte que Washington ne se contente pas d'espionner ses ennemis, mais ne se prive pas pour espionner ses alliés.
principalement des dirigeants en France, au Brésil et en Allemagne. Quand ils ont vu que le téléphone de Merkel était probablement sur écoute, ça a évidemment jeté un froid dans les relations américano-teutones. Ces révélations mettent aussi en lumière la collaboration étroite entre agences de renseignement des pays membres d'une alliance qu'on connaît très peu chez nous, qui s'appelle l'Alliance Five Eyes, et qui réunit tous les anciens pays du Commonwealth. États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, tous partagent les mêmes informations entre eux. La NSA, bien emmerdée et furax, accuse Snowden d'avoir révélé des informations de secret défense et de mettre en péril la sécurité nationale. Le jeune geek sans histoire devient l'homme à abattre pour les services de renseignement. Snowden se barre en Russie, où il obtient un asile temporaire avant d'adopter la citoyenneté russe en 2020. Il y est toujours et ne reviendra probablement pas sur le sol américain. Coup de grâce pour la NSA, le Congrès adopte en 2015 une réforme limitant son pouvoir de collecter en masse les données téléphoniques et mettant en place des garde-fous pour protéger les droits des citoyens. Ça s'appelle le USA Freedom Act, qui contrebalance. Le crépuscule du règne de Bush Jr. sera entaché par les révélations sur les tortures et les humiliations aux prisonniers de Guantanamo et d'Abu Ghraib. Cette méthode dure, sous prétexte d'intransigeance patriotique, commence à ne plus faire recette. Dans un pays où la gauche progressiste s'éloigne de plus en plus du drapeau et où la droite en a assez de pleurer ses soldats morts pour rien au Moyen-Orient. Il va donc falloir trouver autre chose. Durant les années Obama, la censure d'État, elle s'est principalement exercée sur les détails de la guerre des drones menée par le président au Moyen-Orient. L'administration Obama a fait quelques efforts de transparence, mais ceux-ci ont souvent été insuffisants, en particulier sur les critères de ciblage. Vous voyez comment on détermine ce qui est une cible valable ou pas. Même si certaines informations sur le processus ont été déclassifiées, elles ont été fortement expurgées quand même. Le coup de grâce pour l'administration Obama sera une seconde affaire à la Snowden, l'affaire Wikileaks. L'organisation fondée par le programmeur informatique et activiste Julian Assange a été créée pour servir de plateforme aux lanceurs d'alerte en leur permettant de partager des documents et des données classifiées de manière anonyme. L'objectif d'Assange était de créer un système totalement transparent de diffusion d'informations que les gouvernements et les entreprises préféreraient garder secrètes. Au fil des ans, Wikileaks a quand même acquis une certaine notoriété en publiant des nombreuses fuites très médiatisées, notamment en 2010, des documents militaires américains relatifs aux guerres d'Irak et d'Afghanistan, ainsi que plus de 250 000 câbles diplomatiques du département d'État américain, et en 2016, des emails piratés du Comité national démocrate et du conseiller d'Obama de l'époque pendant l'élection présidentielle. Révélation qui a eu quand même beaucoup d'importantes répercussions politiques. La suite de l'histoire n'est guère surprenante. Cette fois-ci, ils ne commettront pas la même erreur qu'avec Snowden en laissant fuir le lanceur d'alerte. Ils ne peuvent pas censurer vraiment les révélations, mais ils peuvent intimider le journaliste. La Suède dépose plainte contre Julian Assange pour des allégations d'agression sexuelle, c'était déjà la mode à l'époque, et le force à se rendre à la police londonienne en 2010. Il demande à être extradé, c'est refusé, il réclame l'asile à l'ambassade d'Équateur en Angleterre et finit par être arrêté par la police anglaise en avril 2019. Alors s'engage une bataille légale pour son extradition aux États-Unis, bataille qu'il devra mener en prison. Il n'en sortira que récemment, après que de nombreuses organisations appellent à sa libération. Il est aujourd'hui avec sa famille en Australie. Les États-Unis ont formulé des accusations liées à la publication de documents classifiés, notamment en vertu d'un autre acte, l'Espionnage Act, ce qui pourrait justifier l'idée que son emprisonnement était indirectement lié à ces révélations. Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Et après le coup de grâce, le coup de théâtre, à la surprise générale, Trump est élu président en 2016. C'est un président qui s'est juré d'assécher les marais, comme il dit, de Washington, en débarrassant le pays des indéboulonnables technocrates de la capitale. Pour les médias américains, quasiment tous sympathisants démocrates, c'est la panique, la guerre est déclarée entre le camp du bien progressiste et le camp de l'Amérique plouc,
réunis derrière son dangereux leader aux cheveux oranges. L'Amérique de Trump, c'est plus celle de Clinton ou de Bush. La diversité d'opinion s'est considérablement appauvrie. Tous les grands organes de presse ayant leur siège dans les grandes villes progressistes, à la fois sur la côte Est et sur la côte Ouest, c'est plutôt la petite bourgeoisie des villes qui produit principalement les jeunes journalistes, pas des milieux hillbillies, des campagnes reculées. Quant à la droite des néocons, des néoconservateurs, elle se relève difficilement de ces expéditions guerrières, jugées très sévèrement maintenant par l'opinion publique. Il n'y a finalement plus que la chaîne Fox News pour conspuer l'élite démocrate sur ses ondes du matin au soir, et les radios qui sont évidemment très nombreuses aux États-Unis, très écoutées et très majoritairement de sensibilité républicaine. Du moins jusqu'à récemment, puisque la fondation Open Society de George Soros, ouvertement très progressiste, vient de racheter 200 radios dans tout le pays pour tenter d'inverser la tendance. Vous l'avez sans doute remarqué, le progressisme en Amérique s'est radicalisé dernièrement, en particulier chez les jeunes. On utilise le terme woke faute de mieux, qui est un détournement du lexique de la lutte pour les droits civiques des années 60. Et au passage, on dit woke, pas wokiste. Hein, si vous ne dites pas wokiste, woke, c'est déjà un adjectif. En France, on dit beaucoup wokiste maintenant. Cette jeunesse donc, des années 2010 et 2020, c'est ce qu'on appelle les millennials, c'est ma génération, priez pour moi, et la génération Z ou Gen Z, est particulièrement bien éveillée et compte bien vivre sa part de frisson. Leur révolution se nourrit de théories nouvelles dont ils ont entendu parler à l'université. Il faut savoir que dans les années 70, 40 à 45% des professeurs dans les universités américaines se considéraient plutôt à gauche, liberal, dit-on en anglais. Et au milieu des années 90, la tendance change. J'avais un graphique où on voit très bien ça. Ouais, voilà, vous voyez. Là, on voit très bien la différence de tendance. Ça s'inverse. Donc, le nombre de professeurs plutôt conservateurs a commencé à décliner rapidement. Et en 2013, plus de 60% se considèrent comme très à gauche, contre 27% de modérés et seulement 12% de conservateurs. Donc, si votre bambin revenait de la fac pour le week-end avec des cheveux bleus et un t-shirt du Che Guevara, ça ne venait pas que de ses fréquentations, ça venait aussi de ses profs. Des profs qui vont commencer à accorder beaucoup de crédit à certains auteurs d'extrême gauche ultra-identitaires, les plus connus étant Robin DiAngelo, qui a écrit le best-seller La fragilité blanche ou Pourquoi il est difficile de parler de racisme avec les Blancs. Je me souviens avoir croisé ce livre dans une il y a des librairies parfois dans le métro à Londres, c'est sympa, remarque. Et je vois ce livre qui est en promotion, ça m'agresse et je me dis quelque chose est en train de changer quand même ici. Et Ibrahim X. Kendi, qui est l'autre idéologue à la mode chez les woke, l'auteur de Comment être un antiraciste, Comment être un jeune antiraciste, Comment élever un antiraciste, Le bébé antiraciste et Bonne nuit le racisme. C'est véridique, hein, j'invente rien. Non, c'est une bonne idée, il faudrait le faire. Il y aurait du monde qui le lirait. Alors, vous me direz, en quoi est-ce que ça a à voir avec la censure, finalement, si les étudiants ils veulent explorer de nouveaux horizons intellectuels à l'université? Grand bien leur face, hein, ils sont là pour ça. Sauf que cet engouement pour ce néo-antiracisme ou racialisme va s'accompagner d'un profond mépris contre l'essentiel de ce qui constitue la pensée occidentale. Et dans une université, si on ne peut plus enseigner les fondamentaux de notre culture parce qu'ils deviennent problématiques, c'est leur lexique, comme disent les woke, eh bien cela va s'apparenter à une forme de censure qui ne dit pas son nom. Et la force du nombre aidant, si ce sont les étudiants qui ne veulent pas que leur prof aborde un sujet délicat, leur tyrannie de cours de récré peut réussir à le faire taire. On se retrouve donc dans une révolution culturelle menée par une jeunesse très en colère, convaincue que leur cause est juste et vaut la peine de mener le combat. Leur pays est structurellement raciste, misogyne et homophobe, et tout ce qui vient de la culture occidentale doit être déconstruit.
Raconte tout ça, ça n'atteignait que les États-Unis à l'époque. Moi, je commençais à le voir en travaillant dans le milieu du spectacle en Angleterre. Je commençais à voir qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire aux femmes. On ne pouvait pas rigoler de sa sexualité. Et quand j'en parlais en France, on me disait « T'es fou, y a que ça peut être que chez les roast beef, ça viendra jamais chez nous ». Le patriotisme, qui a été abîmé par l'impérialisme guerrier de l'ère W. Bush, ne fait plus recette auprès des jeunes. Et donc, d'ultra-américaine, la doxa du moment devient donc quasiment anti-américaine. Et le Parti démocrate ne veut surtout pas se laisser dépasser par une radicalisation de son aile gauche. Il compte bien surfer sur la vague. Alors, il y a une affaire qui est assez représentative de cette censure exercée par les étudiants. On en a peu parlé en France, c'est l'affaire Evergreen. Nous sommes en 2017 à l'université d'Evergreen, dans l'État de Washington. Pour ceux qui n'ont pas trop de notion de géographie, l'État de Washington est à l'ouest, rien à voir avec la capitale. Les études à l'université aux USA, vous le savez, elles sont très chères. Et pour attirer les étudiants, les universités veulent qu'ils en aient pour leur argent, hein, même pour l'argent de leur endettement, j'ai envie de dire, parce qu'ils s'endettent beaucoup. Leurs parents, en tout cas. Vous savez peut-être, mais moi, ma cousine qui est aux États-Unis, elle a ouvert un compte pour la fac de son fils dès qu'il est né. Comme ça, au moins, elle peut mettre de côté jusqu'à ce qu'il en ait l'âge. Et donc, les universités ressemblent donc de plus en plus à de véritables resorts, avec un nombre d'activités parascolaires à faire rougir les grands hôtels. Donc forcément, les étudiants, ils se sentent vite un peu dorlotés, et vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, des safe spaces, qui sont des salles spéciales au calme, parfois remplies de peluches, où les étudiants peuvent se réfugier et oublier ce monde bien trop agressif où leurs croyances sont sans cesse brusquées. Bref, à la Evergreen State University, de nombreux étudiants radicaux veulent organiser un jour de l'absence. Et le jour de l'absence est une journée entière où les étudiants blancs et les professeurs blancs seront absents du campus. Une journée sans blanc. Ceci dans le but de sensibiliser au racisme systémique des universités américaines et de garantir aux élèves racisés une journée où ils seront libres de rester entre eux. Bret Weinstein, qui est alors professeur de biologie dans l'université, s'y oppose parce qu'en fait, lutter contre le racisme en étant raciste, pas très futé. En réponse à ce refus d'obtempérer, 50 étudiants interrompent la classe du professeur Weinstein et une vidéo de ce putsch devient virale sur le net. Ils occupent ensuite la librairie du campus et l'insurrection prend de telles proportions que le service de sécurité du campus ne peut plus garantir la sécurité du prof dans l'enceinte et l'invite à donner tout simplement ses cours ailleurs. Bret Weinstein est pourtant un professeur de gauche qui se décrit comme profondément progressiste, mais aux yeux de nos Khmers rouges en culotte courte, ça ne suffit pas. L'administration de la faculté, avec le courage qu'on pouvait prévoir, fait l'autruche et essaye d'étouffer l'affaire. Devant leur absence de soutien, le professeur Weinstein démissionne, porte plainte contre l'université et témoignera plus tard de cet épisode devant le Congrès américain. C'est ça qui le rendra plus célèbre. Mais tout le monde n'a pas le courage ou la témérité du professeur Bret Weinstein, et les années 2010 auront finalement été marquées par une censure et surtout une autocensure académique née d'une atmosphère d'intimidation. Il faut savoir que plus de 60% des rédacteurs en chef de journaux étudiants ont déclaré avoir subi au moins un cas de censure administrative au cours des années 2016-2017 et 2020-2021. Selon une étude récente de l'Université de Virginie, la censure scientifique est plus souvent auto-infligée qu'imposée par des autorités extérieures. Les scientifiques sont plus susceptibles de s'auto-censurer et de se censurer entre eux que d'être délibérément censurés par des non-scientifiques. Et la plupart des censures scientifiques modernes découlent des propres motivations des scientifiques et elles sont souvent liées à la volonté soit de se protéger eux, ou de protéger des groupes traditionnellement marginalisés d'un préjudice perçu. Des groupes spéciaux en général minoritaires, opprimés. Donc la vérité fait mal, changeons la vérité. On parlait tout à l'heure de safe space, et à l'université de Cincinnati, un free speech space a été créé pour les étudiants. Free speech, c'est la liberté de parole, la liberté d'expression. Donc ils ont créé un espace dédié à ça, afin qu'ils puissent s'y exprimer librement. Sous-entendu, ils ne sont pas du tout libres sur le reste du campus.
La Fondation américaine des droits individuels pointe du doigt le fait que la salle est si éloignée du campus, en plus, et que les étudiants ne savent pas tous qu'elle existe. En 12 ans, c'est la première fois que le nombre d'études académiques censurées baisse aux États-Unis. Il était en hausse jusqu'ici. Ce qui laisse penser à certains que nous avons peut-être dépassé le pic de l'épidémie woke. En Floride et au Texas, des lois ont été adoptées pour limiter l'enseignement de l'histoire des États-Unis sous l'angle de la race ou de l'oppression systémique. C'est donc au tour des woke d'y voir la censure de leur théorie préférée. Alors, faisons un détour maintenant par le Canada, ce qui me permettra de faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour le professeur Jordan Peterson, psychologue maintenant devenu célèbre, et on va vite devenir pourquoi. Donc, le Canada de Justin Trudeau, c'est tout un programme. C'est un peu le progressisme new-yorkais sous amphétamine. Trudeau adhère avec enthousiasme à toutes les théories à la mode. Il entruffe ses discours et chante les louanges du communautarisme. Là, c'est lui dans un temple hindou, pardon, et de l'idéologie LGBT la plus identitaire. Trudeau a fait exploser le record d'immigration massive au Canada. Alors, je veux bien, certes, il y a de la place là-bas, mais ça crée de grosses tensions entre communautés ethniques déjà, et comme il n'y a pas tant que ça de grands poumons économiques, l'augmentation rapide de la population dans des villes comme Toronto ou Vancouver a fortement contribué à déclencher une grave pénurie de logements. Et on trouve même maintenant, j'ai vu des hôtels à Toronto qui proposent de louer des chambres au mois, tant l'offre de logements vacants est faible et par conséquent hors de prix. Donc sur la même ligne, le gouvernement Trudeau décide de déposer un projet de loi de protection des minorités de genre, la Bill C-16, qui va rapidement nourrir la controverse. Dans le but de protéger la sensibilité des personnes adhérant au mouvement transgenre, il sera possible d'attaquer en justice quelqu'un qui vous a mégenré, c'est-à-dire en gros qui vous a dit monsieur au lieu de madame. Alors les défenseurs de cette loi au Canada disent qu'elle ne permettra pas de condamner quelqu'un qui a fait une erreur. En revanche, si cette personne persiste à ne pas appeler tel que vous voulez qu'on vous appelle, à pas vous appeler tel que vous voulez qu'on vous appelle, en l'occurrence, en anglais c'est he, she et them. C'est compliqué parce que quand même ils utilisent un pluriel pour parler d'un singulier, donc dont tout le monde s'en mêle. Et nous, on a il, elle et elle. Et bien dans ce cas, vous pourrez être poursuivi ou arrêté parce que ce sera un acte de discrimination. La Commission des droits de l'homme de l'Ontario a explicitement déclaré que le fait de ne pas désigner une personne par le pronom qu'elle préfère peut être interprété comme du harcèlement. Et c'est là qu'intervient Jordan Peterson, qui est déjà devenu l'un des premiers professeurs stars sur YouTube, après y avoir posté ses cours à l'Université de Toronto. Il monte au créneau et dénonce ce projet de loi comme une menace pour la liberté d'expression, bien évidemment. Peterson est un admirateur de Solzhenitsyn et de George Orwell. Il sait que quand on commence à criminaliser le langage à outrance, la tentation totalitaire n'est jamais bien loin. Il ira jusqu'à s'exprimer devant le Sénat canadien à Ottawa pour tenter de les convaincre des dangers que pourrait représenter une telle loi. Parce que, je vous rappelle, la liberté d'expression est inscrite dans la Constitution, dans le premier amendement américain. Ce n'est pas du tout le cas ni au Canada, c'est pas du tout le cas au Canada. Et en Angleterre, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils n'ont pas de constitution. Ils n'ont pas de constitution écrite, c'est ça, pardon. La renommée de ce professeur de psychologie explose avec une interview sur la chaîne anglaise Channel 4, dans laquelle il répond aux questions pièges de la journaliste Cathy Newman. Et son sens de la répartie et son calme propulsent la vidéo en tête des vidéos les plus populaires sur YouTube et accumule à ce jour plus de 49 millions de vues. Donc, de simple personnalité du net, il devient une méga star du monde intellectuel anglo-saxon, statut qu'il a toujours aujourd'hui puisque c'est l'un des rares penseurs à remplir des immenses salles de spectacle quand il donne des conférences partout dans le monde. Et je ne résiste pas à la tentation de vous restituer un extrait en français de cet échange qui, pour moi, doit son succès à sa pertinence et à la dénonciation de Peterson, assez nouvelle à l'époque, de cette tyrannie de la culture de l'offense, qui finalement donne un vernis moral à la censure. Donc, Cathy Newman, vous avez eu des ennuis pour avoir refusé d'appeler les hommes et les femmes transgenres par les pronoms personnels qu'ils préfèrent. Peterson, non, ce n'est pas vrai.
J'ai eu des ennuis parce que j'ai dit que je ne suivrais pas les dictats des gouvernements fédéraux et provinciaux en matière d'obligation d'expression. En fait, je n'ai jamais eu d'ennui pour ne pas avoir appelé quelqu'un par son nom. Cathy Newman, d'accord. Vous avez cité la liberté d'expression dans ce texte. Pourquoi votre droit à la liberté d'expression devrait-il l'emporter sur le droit d'une personne transgenre à ne pas être offensée? Peterson. Parce qu'il me semble que pour pouvoir penser, il faut prendre le risque d'être offensant. Je veux dire, regardez la conversation que nous avons en ce moment. Vous êtes certainement prête à prendre le risque de m'offenser dans votre quête de la vérité. Pourquoi auriez-vous le droit de le faire? D'ailleurs, c'est plutôt inconfortable. Cathy Newman reste sans voix, Peterson reprend. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous faites ce que vous devez faire, c'est-à-dire vous me travaillez au corps pour voir ce qu'il en ressort. Et c'est ce que vous devriez faire, totalement. Mais vous exercez votre liberté d'expression en prenant le risque de m'offenser. Et ça, moi, ça ne me pose aucun problème. Et si ça vous met en position de force, bah, tant mieux pour vous. Cathy Newman bafouille, déstabilisée. Et Peterson sourit. Je crois que je vous ai eu. Newman, oui, je le reconnais, je le reconnais. On dit que vous avez également qualifié les militants transgenres d'autoritaires. Peterson. Seulement dans le contexte plus large de mes affirmations, selon lesquelles les idéologues de la gauche radicale sont autoritaires. Ce qu'ils sont. Newman, vous êtes en train de dire que quelqu'un qui essaie de trouver son identité sexuelle, qui a peut-être lutté avec ça, qui a peut-être eu beaucoup de mal à le faire au fil des ans, eh ben vous le comparez au président Mao. Peterson, non, seulement les activistes. Je les ai comparés à Mao, en effet. Je les ai comparés aux totalitaires de gauche et je pense qu'ils sont des totalitaires de gauche. Vous dites que les activistes transgenres pourraient entraîner la mort de millions de personnes? Non. Je dis que la philosophie qui anime leurs propos est la même que celle qui nous a déjà conduit à la mort de millions de personnes. Mais dites-nous en quoi cette philosophie est comparable. Ah bien sûr. La première chose, c'est que leur philosophie présume que l'identité de groupe est primordiale. C'est la philosophie fondamentale qui a conduit l'Union soviétique en Russie et la Chine de Mao. Et c'est la philosophie fondamentale des activistes de gauche. C'est une politique identitaire. Peu importe qui vous êtes en tant qu'individu, ce qui compte, c'est qui vous êtes en termes d'identité de groupe. Il ne fallut pas longtemps pour qu'avec cette nouvelle notoriété arrivent aussi les ennuis, puisqu'on accuse rapidement Peterson, qui a une sensibilité modérément conservatrice, dirons-nous, ce qu'on appellerait chez nous un démocrate chrétien, je crois, d'être un chef de file de l'alt-right, un mouvement de droite nationaliste américain, et d'être le mauvais génie d'une Amérique forcément transphobe, misogyne, masculiniste. Le discrédit est la tactique qui s'impose quand la censure ne fonctionne plus. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que l'originalité du discours de Peterson vient du fait qu'il ne crache pas sur les hommes et qu'il alerte sur la hausse des dépressions et des problèmes mentaux chez une génération de jeunes hommes qui doivent arriver à se construire dans un climat universitaire hostile où on considère qu'il faut se venger de ce que les hommes ont fait subir aux femmes par le passé. Les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, qu'on appelle aux États-Unis DEI, Diversity, Equity, Inclusivity, sont parfois perçues par certains comme limitant l'expression d'idées opposées, même si leur objectif est de soutenir un milieu accueillant pour tous, bien sûr. Les cours de Peterson sont régulièrement interrompus par des militants très agités, très menaçants, comme ce fut le cas pour Bret Weinstein. Alors il leur parle, essaye de les écouter, essaye de relever le défi de pratiquer un peu la maïotique dans un environnement aussi hostile. Et c'est vraiment, je pense, à ce moment-là que la notion de hate speech, discours de haine, est apparue, ou du moins qu'elle a été dévoyée. Si votre opinion s'oppose de façon virulente au discours progressiste intégriste, cela ne relève plus de la liberté d'expression, mais du discours de haine. Il relève alors du devoir moral de vous faire taire. C'est ce qu'on va appeler rapidement aux États-Unis, en Angleterre, la cancel culture. Avant de quitter le Canada, je voudrais quand même vous dire qu'ils sont les champions de l'Occident en termes de censure de livres ces dernières années, c'est intéressant. Le roman classique To Kill a Mockingbird de Harper Lee, si brillamment adapté en film avec Cary Grant dans les années 60, je ne sais plus le titre en français, souvent ça n'a rien à voir, qui pourtant dénonce le racisme quand même,
a été retiré de plusieurs bibliothèques d'écoles canadiennes parce qu'il contenait du langage raciste de l'époque qui pourrait choquer les élèves noirs. Pardon, de couleur. De couleur. Pareil pour des souris et des hommes de Steinbeck. Et au Québec, comme dans les autres États canadiens, Astérix et les Indiens et Tintin en Amérique ont été supprimés de plusieurs bibliothèques scolaires à cause de leur dépiction stéréotypée des Indiens d'Amérique. En 2019, le Conseil scolaire catholique de Providence, en Ontario, a retiré environ 5000 livres contenant du contenu jugé violent par le portrait qu'ils font des populations indigènes dans un effort de réconciliation avec les communautés amérindiennes. Alors, cette cancel culture qui vient du milieu universitaire, elle s'invite aussi dans le milieu des affaires et celui des arts et du divertissement, on commence à le savoir. Pour ce qui est du milieu des affaires, moi je vous recommande vraiment l'excellent essai Woke Incorporated, je crois qu'il a été traduit en français, de l'entrepreneur américain Vivek Ramaswamy, qui explique comment la culture d'entreprise a su récupérer les mouvements de justice sociale pour les mettre à profit. Une sorte de capitalisme woke où les entreprises adoptent un discours progressiste pour se protéger des critiques, pour attirer des clients ou pour tout simplement apaiser les parties prenantes. Très rapidement, le milieu de l'entreprise cherche à se présenter de manière plus éthique. Les critères ESG apparaissent, ils sont chez nous maintenant, ils évaluent la durabilité et la responsabilité sociale. On entend beaucoup d'ailleurs, même dans les pubs, on entend beaucoup durable, responsable, durable, responsable, durable, responsable. Soyez responsable pour une économie plus durable. Ils évaluent la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises dans 3 domaines principaux. Donc, ESG, environmental, environnemental, on mesure l'impact d'une entreprise sur l'environnement, son empreinte carbone, sa consommation d'énergie. Social, social, la façon dont l'entreprise gère ses relations avec ses employés, ses fournisseurs, ses clients, si elle respecte bien les notions de diversité, d'équité, d'inclusivité. On en parlait tout à l'heure, le fameux trio DEI, qui influence aussi l'embauche de profils particuliers dans les communautés dites marginalisées. Et, pour finir, governance, pour savoir si elle pratique suffisamment la transparence et si la gestion de l'entreprise est éthique sur tous les plans. Le virtue signaling ou signalement de vertu en français, devient une valeur corporate. Vous voyez ce que c'est? C'est quand on signale sa propre vertu aux autres. Et ceux qui voient d'un œil suspect cette nouvelle mode idéologique la mettront en veilleuse s'ils ne veulent pas vivre un cauchemar au bureau. De nombreuses entreprises publient des rapports ESG pour démontrer leurs engagements dans ces domaines et attirer des investissements responsables, encore une fois. Si les rapports sont excellents, ils peuvent aussi recevoir des subventions conséquentes, parce que c'est quand même le but, du département d'énergie américain ou en Europe du fonds Green Deal de l'UE. Alors, maintenant, le monde du divertissement, il y a de quoi dire. La plateforme de streaming de Disney, Disney+, commence à afficher un message au début des vieux dessins animés Disney pour prendre ses distances avec les stéréotypes datés que la maison de Mickey n'assume plus. Avant de regarder Dumbo, Peter Pan ou Fantasia avec vos enfants ou vos petits-enfants, vous pourrez lire un avertissement avec écrit blanc sur noir. Ce programme comprend des représentations négatives et ou des mauvais traitements de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient une erreur à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter des conversations pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Disney s'engage à créer des histoires avec des thèmes inspirants et aspirationnels. Je ne comprends pas ce que c'est aspirationnel. Ce qui nous pousse à aspirer, qui reflète la riche diversité de l'expérience humaine à travers le monde. Rien que ça. Bon, au moins, ils ne sont pas supprimés, on peut les voir, on nous tape juste 2 secondes sur les doigts avant. Dans Dumbo, la bande de corbeaux noirs voyous est perçue comme un archétype raciste. Alors oui, si on revoit un peu, on peut dire, ah oui, peut-être qu'il y avait des rapports avec les gangs blacks de l'époque, mais enfin, il faut vraiment avoir l'œil. Quand on est un enfant, en plus, on ne voit pas ça du tout, évidemment. Et le portrait enfantin des... est-ce que je l'ai Oui. Des Indiens dans Peter Pan risque de choquer la sensibilité des Indiens d'Amérique, des Native Americans. Et dernièrement, je ne sais pas si vous savez, ces mêmes Indiens ont été modernisés aussi dans l'attraction Peter Pan à Disneyland Paris. Ils sont plus assis en tailleur comme ça avec leur coiffe de plumes et leur gros nez. Apparemment, c'était offensant.
ce sont des musiciens qui jouent du tambour autour de la jolie Lily la tigresse qui danse. Cette fois, alors on ne va pas trop bien, mais il n'y a pas beaucoup de bonnes photos parce que l'attraction a été changée il y a peu. Leurs traits sont pas exagérés. La coiffe d'Indien a disparu, c'est quand même bizarre parce que c'est quand même une fierté chez les Amérindiens, la coiffe du chef, mais la coiffe de plume était considérée comme offensante. Donc vous voyez, ils ont tout changé. Âme sensible, vous pouvez revenir. Et c'est d'autant plus drôle que il y a eu aussi l'affaire de l'équipe des Redskins. Les Redskins, oui, c'est Washington, oui. Je vois que monsieur connaît bien. Il y a une tête d'Indien qui représente l'équipe des Redskins, et évidemment, c'était considéré comme très offensant, en plus peau rouge. Et les Indiens eux-mêmes disent, bah non, ça ne nous offense pas du tout, au contraire, c'est une fierté. Et donc, et on nous appelait les peaux rouges à l'époque, donc ils ont insisté pour qu'ils remettent ce symbole dessus. Autant n'emporte le vent. Il est retiré en 2020 du service de streaming de HBO, à cause, on peut s'en douter, du portrait édulcoré qui serait fait de l'esclavage dans le film. L'affaire fait suffisamment de bruit pour que la chaîne accepte de remettre le film en ligne, mais avec, pareil, une introduction sur la guerre de sécession avant le générique du début. Sinon, ça c'est moins, mais il y a des épisodes de séries comiques qui sont charcutés pour en expulser des scènes où les blagues risquent d'offenser les minorités raciales ou sexuelles, ce qui est embêtant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas voir la même série en fonction du pays où on la regarde. C'est le cas pour The Office, 30 Rock, Scrubs. Il fait toujours beau à Philadelphia, qui est une plus vieille série, le Saturday Night Live, ou la série Community, qui a quand même vu un épisode entier retiré par Netflix. Et moi, j'ai souvenir aussi d'un film qui me tient à cœur, parce que c'est toute mon enfance, qui s'appelait Song of the South, Mélodie du Sud, qui est resté connu parce que c'est là qu'ils ont sorti, enfin c'est vieux, ça date des années 40, et ils ont sorti la chanson emblématique de Disney, Zippity-doo-dah, zippity. Et c'était l'histoire de l'amitié entre un vieil esclave et un jeune fils de maître. Et cette histoire, moi, me bouleversait parce que ma grand-mère d'adoption est créole, guadeloupéenne, et je voyais dans cette complicité entre ces deux personnes quelque chose de très, très beau. Et ben non, ils ont trouvé ça absolument atroce. Ils trouvaient que l'esclavage y était dépeint d'une manière trop sympathique aussi, parce qu'en gros, les esclaves étaient heureux, ils chantaient, ils étaient entourés. Alors, je veux bien que l'esclavage fut atroce aux États-Unis, mais il y avait aussi des maisons où les maîtres ne torturaient pas les esclaves dans les plantations américaines. Et donc, ça a suffi pour que là, le film a carrément disparu. C'est-à-dire que si même vous le cherchez en DVD, il n'a jamais été réédité. Moi, je préserve ma petite VHS comme un trésor. Je ne peux plus la lire. Je l'abîmerais en plus si je la lisais, je pense, maintenant avec le temps. Et c'est compliqué de le trouver en fichier sur Internet. Enfin, ça s'échange entre des gens mal pensants. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et évidemment, vous en parlez à Disney, ce film n'a pas existé. Les Britanniques, allons faire un tour chez eux, ils ne sont pas en reste, puisque la sitcom classique Fawlty Towers a également été scrutée pour certains contenus jugés offensants selon les normes modernes. La controverse concerne l'épisode intitulé The Germans, évidemment, l'un des plus célèbres épisodes de Fawlty Towers, dans lequel le personnage principal, joué par John Cleese, vous voyez, un ancien Monty Python, vous l'aurez reconnu, répète de manière célèbre « Don't mention the war », ne mentionnez pas la guerre, à chaque fois qu'il interagit avec des invités allemands. La scène critiquée implique, c'est intéressant de faire un effet loop, le personnage du Major Gowan qui fait des remarques racistes en racontant un match de cricket. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas voir la cible du gag. La cible du gag, c'est justement le côté dépassé et archaïque des opinions du personnage. Elles sont tournées en dérision, ça ne veut certainement pas dire qu'on y adhère, on se moque de lui. Mais bon, le langage utilisé a été jugé offensant, selon les standards actuels. Et dans un contexte de vigilance accrue concernant les contenus à connotation raciste, UK TV a temporairement retiré l'épisode de son service de streaming pour le réexaminer. Et après un débat public et des critiques, y compris John Cleese lui-même qui a qualifié la décision de « stupid », l'épisode a été réintégré avec un avertissement sur le contenu pour fournir quand même un contexte et reconnaître le langage potentiellement offensant.
Alors, plus grave, je trouve, des saisons entières de la série qui date un petit peu maintenant, mais qui a 15 ans, de la série à l'humour très noir et très grinçant qui s'appelait Little Britain, qui se moque très méchamment de la vie quotidienne un peu beauf des classes populaires anglaises, ont été retirés de services de streaming parce que le show comportait de nombreux sketchs dans lesquels les créateurs mettaient en scène des personnages d'origine raciale et ethnique différents, en utilisant souvent des maquillages, du blackface, des stéréotypes caricaturaux, d'autres représentations possiblement offensantes, qui, bien que considérées comme drôles à l'époque de la production, hein, c'était il y a seulement 20 ans, ça posait aucun problème, sont aujourd'hui considérées comme insensibles, je cite, insensibles aux différences raciales et perpétuant des stéréotypes nuisibles. L'humour se doit désormais de ne plus offenser personne, quitte à endormir tout le monde. Comme si ce début de siècle n'était pas assez sinistre comme ça, l'épidémie de Covid finit de durcir le ton dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Le grand public découvre qu'aborder le sujet sur Facebook peut violer les standards de la communauté, on a dû en entendre parler, et vous exposer à un bannissement de la plateforme pour quelques jours, surtout si vous commencez à prétendre que le virus vient peut-être d'un laboratoire spécialisé dans les coronavirus et non pas du marché d'à côté. Quiconque s'aventure à poser ce genre de questions sera prié de garder là-bas, comme chez nous. Les médecins et scientifiques qui discutent en ligne de la potentialité de traitements précoces efficaces voient régulièrement leurs vidéos supprimées de YouTube. Un collectif de médecins en particulier, des médecins à haute responsabilité de pays anglophones et hispanophones, la FLCCC, la Frontline COVID Critical Care Alliance, qui soutient certains protocoles de soins en phase précoce, voit régulièrement ces publications déplatformées, comme on dit, de réseaux comme Facebook, LinkedIn et même Vimeo, qui est un site de streaming moins populaire que YouTube, mais connu quand même. La défense du narratif officiel devient primordiale pour les nouveaux soldats du fact-checking, la vérification des faits, surtout quand il s'agit de contrer ce qu'ils considèrent comme des mensonges et des rumeurs sur le virus. Le public, déjà suffisamment angoissé par l'épidémie, doit être protégé contre la désinformation, quoi qu'il en coûte. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu un nouvel élément particulièrement percutant. Dans une lettre du 26 août dernier, adressée au député Jim Jordan, président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Mark Zuckerberg, le président de Meta, Facebook, affirme que les fonctionnaires, y compris ceux de la Maison-Blanche, ont exercé des pressions répétées, je cite, sur Facebook pendant des mois pour qu'il retire certains contenus Covid-19, y compris l'humour et la satire. C'est noir sur blanc sur une lettre. Les fonctionnaires ont exprimé, je cite, beaucoup de frustration lorsque l'entreprise n'a pas accepté, a-t-il déclaré dans la lettre. Je continue de citer, « Je pense que les pressions exercées par le gouvernement étaient erronées et je regrette que nous n'ayons pas été plus francs à ce sujet », écrit Mark Zuckerberg dans cette lettre partagée sur son compte X. Je pense que nous avons fait des choix que, avec le recul de nouvelles informations, nous ne ferions pas aujourd'hui. Nous sommes prêts à réagir si une telle chose se reproduit. La Maison-Blanche a réagi en déclarant « Face à une pandémie mortelle, cette administration a encouragé des actions responsables pour protéger la santé et la sécurité publique. Notre position a été claire et cohérente. Nous pensons que les entreprises technologiques et les autres acteurs privés doivent prendre en compte les effets de leurs actions sur le peuple américain. » Avec une telle ingérence, il est assez complexe de faire porter le chapeau uniquement à la Big Tech, il me semble. Les Big Five, qu'on appelle ici les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, figurent parmi les plus grandes sociétés du monde avec une valeur de marché de près de 6 trilliards d'euros. Trilliards. C'est plus que les recettes fiscales combinées de la France, du Royaume-Uni et de l'Italie en un an. Et évidemment, durant la pandémie de coronavirus, les bénéfices totaux de ces Big Five n'ont cessé d'augmenter. Leur pouvoir est immense et indiscuté, et on leur demande de jouer les gendarmes du monde virtuel, mais de toute évidence, ce n'est pas leur préoccupation première. Leur préoccupation première, c'est de vendre un produit, déjà, de communication et de divertissement, pas forcément de jouer la Stasi pour le gouvernement. De plus, Internet est devenu, vous le savez peut-être, une source de médias alternatifs avec des émissions de qualité, moins soumises à un agenda que la télévision. Le nombre de podcasts explose
Et la vie politique et intellectuelle américaine, elle présente de nouveaux visages, de nouvelles voix, souvent plus intéressantes et plus libres que celles des médias traditionnels. On pense à Dave Rubin, Gad Saad, David Pakman, Ben Shapiro, Joe Rogan, Charlie Kirk, Lex Fridman, qui parfois font des podcasts qui durent 3 heures et que les gens suivent jusqu'au bout. La pensée libre et sans tabou se donne maintenant rendez-vous sur YouTube et trop de liberté fait parfois peur. Si les États-Unis comptent bien tirer leur part du gâteau de ce putsch numérique, le gouvernement américain, lui, pense qu'Internet lui appartient. Et je vais vous dire une chose, il n'a pas totalement tort, parce qu'Internet a été créé par le département de défense américain, et finalement, Google est une sorte d'émanation d'un projet de développement de la défense. Donc, tout ça pour dire, il y a une connivence officieuse entre les deux, et le gouvernement américain laisse plus ou moins une totale liberté à Internet, tant qu'il pense en avoir le contrôle, et c'est le cas plus ou moins jusqu'à l'élection de Trump qui va tout faire basculer. D'ailleurs, longtemps, le deep state américain va même reprocher à Facebook d'avoir contribué à l'élection de Trump, ce que Mark Zuckerberg, lui, a toujours réfuté, preuve à l'appui, puisque les données montrent que ce n'est pas Facebook ou YouTube qui a fait élire Trump en 2016, mais plutôt la télévision. Mais bon, cette crise de panique va pousser le deep state à vouloir reprendre le contrôle sur le net, et c'est ce qui va nous appeler à parler d'une affaire dont on a vraiment trop peu parlé en France, et qui pourtant est très révélatrice de l'hubris, de la connivence entre ses pouvoirs publics et ses pouvoirs numériques. Moi, je suis personnellement assez fier d'avoir été un des premiers chroniqueurs ou journalistes à en avoir parlé dans la presse française. À une époque, ça n'intéressait pas du tout la presse. Il y a eu Nous et Valeurs Actuelles, et c'était les Twitter Files. Alors, la particularité de cette affaire, c'est qu'elle a été révélée en live sur le compte Twitter d'Elon Musk, et moi, je me souviens de l'avoir suivi en direct pendant la nuit, comme des milliers de personnes, alors que les révélations des Twitter Files tombaient les unes après les autres. Donc, on a impliqué un journaliste d'investigation plutôt libéral, Matt Taibbi, qui publie le rapport sur le compte de Musk et qui évoque, je cite, un conte à la Frankenstein sur un mécanisme conçu pour les humains, mais qui a totalement échappé au contrôle de son créateur. On est en décembre 2022. Musk vient de racheter Twitter à son fondateur, Jack Dorsey, celui qui est au-dessus. En bas, c'est Zuckerberg de Facebook. Pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Il dira par la suite que ce n'était pas cher payé pour, ce sont ses mots, restaurer la liberté d'expression. Musk est un libéral dit libertarien, c'est-à-dire qu'il met la liberté individuelle au-dessus de tout et qu'il croit dans le capitalisme d'opportunité. Quand on connaît son parcours, on peut comprendre pourquoi. Jack Dorsey est plutôt de la même sensibilité que Musk. L'idée de censurer quiconque, c'est pas trop dans sa philosophie, mais il va se faire prendre au piège de la régulation du contenu des publications. Et en fait, il faut bien se rendre compte que les consommateurs, comme les webmasters, demandent de filtrer de plus en plus de contenu avec le temps. D'abord, les contenus explicitement violents ou abusifs, c'est normal. Puis, petit à petit, la culture de l'offense, la cancel culture, s'impose et beaucoup de consommateurs se mettent à signaler les publications vaguement offensantes. Et en fait, c'est le signalement de ces publications qui devient une arme de censure pour le consommateur lui-même, avec la complicité, évidemment, du réseau social qui préfère évidemment que les gens passent un bon moment sur leur programme et qu'ils aient envie de revenir. Donc, si quelque chose vous offense et vous le signalez, on le supprime. On ne se pose pas la question. Il faut que ça... C'est des trucs qui... Ouais, peu importe. Malgré les efforts, merci. Malgré les efforts de l'équipe de Dorsey, le réseau social perd de l'argent et souffre de la concurrence d'Instagram et de Snapchat, plus populaires auprès des jeunes. Ouais, et donc ça c'est Twitter, c'est surtout fait pour les hommes politiques qui veulent publier un message public court. En fait, il n'y a que Manuel Valls qui utilise Twitter. C'est gratuit, mais ça fait plaisir. Et surtout, il a un énorme défaut, vous vous en souvenez, qui était de limiter drastiquement le nombre de mots publiés par post, ce qui a changé. Alors, dès qu'il reprend les commandes du réseau social, Elon Musk vire sans ménagement 80% des employés. Et même si ce geste provoque une controverse à l'époque, force est de reconnaître aujourd'hui que la boîte qui avait un déficit de 3 milliards avant son arrivée fait maintenant des bénéfices d'1,2 milliard par an et qu'elle fonctionne mieux que jamais avec un personnel drastiquement réduit. Donc tout le monde se demande, l'équipe de Jack Dorsey était-elle trop woke pour que l'entreprise fonctionne? Vous connaissez peut-être l'expression « go woke, go broke ». Si vous devenez woke, votre entreprise se plante. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à son arrivée à la maison de maire de San Francisco, Musk filme des placards entiers de t-shirts avec écrit Stay Woke, hashtag Stay Woke dessus. Donc bon,
En plus des placards, Musk ouvre les dossiers confidentiels de l'entreprise et il n'en croit tellement pas ses yeux qu'il décide d'embaucher 4 journalistes d'investigation réputés pour leur objectivité. Matt Taibbi, que je vous ai montré, qui est connu pour son enquête fleuve sur Goldman Sachs après la crise des subprimes. Barry Weiss, qui a démissionné en 2020 du New York Times après 3 ans comme éditorialiste. Elle met en cause un environnement devenu illibéral. Et c'est l'une des jeunes journalistes les plus respectées des deux bords politiques. Li Fang, qui est rédacteur au journal progressiste, Progressist, citons-le, The Republic Report. Michael Schellenberger, qui est surtout connu pour ses livres Apocalypse Never sur le catastrophisme climatique et San Francisco sur la déchéance de la ville de San Francisco après des années de gestion purement idéologique. Alors les 4 ont une sensibilité plutôt liberal, comme je disais, donc plutôt marquée à gauche, centre-gauche. Et l'enquête journalistique révèle que le réseau social a été infiltré par des agences gouvernementales, mais aussi par les partis politiques qui lui ont demandé de censurer des millions de comptes et de publications sur leur plateforme. Selon Matt Taibbi, les 2 grands partis politiques américains avaient en effet accès à ces outils de désactivation. On appelle ça la désactivation. En 2020, des demandes de censure qui ont émané aussi bien de la Maison-Blanche, sous la présidence de Trump, que du cabinet de campagne de Joe Biden, furent marquées de reçues et honorées. Et la direction de Twitter répondait aux requêtes par un simple mot, handled. En français, c'est traité. Et comme le personnel est en grande majorité démocrate, 98% tout de même, les désactivations s'orientèrent rapidement vers la droite et les personnalités républicaines. Et quant aux agences gouvernementales, elles ont carrément placé leurs employés à des postes de responsabilité chez Twitter. James Baker, le directeur juridique adjoint, par exemple, c'est lui, était un ancien directeur juridique du FBI. Et Matthew Williams a passé plus de 15 ans au FBI avant de rejoindre Twitter en tant que directeur de la confiance et de la sécurité. On décompte finalement une bonne dizaine d'agents dans les bureaux de Twitter. Le Deep State a donc formé des comités de censure à la tête du réseau social. C'est d'une telle ampleur que la presse américaine parlera de Censorship Industrial Complex, complexe industriel de censure, en référence au Military Industrial Complex, le complexe militaro-industriel qui est souvent pointé du doigt aux US. Alors, ce n'est pas totalement un hasard si ces agences s'invitent dans les locaux en 2020. Bien sûr, il s'agit de faire taire la désinformation en pleine pandémie de Covid, mais elles ont avant tout une mission assez concrète à mener, dissimuler l'affaire de l'ordinateur portable du fils de Joe Biden. En effet, Hunter Biden a donné son ordinateur portable à réparer, tout simplement, dans l'État du Delaware. Oui, comme quoi faites gaffe. Et non seulement l'ordinateur a été volé, mais de nombreux documents contenus sur le disque dur ont forcément fuité, et ça tombe très mal, parce que Hunter Biden n'est pas un enfant de cœur déjà. L'ordinateur contient des vidéos de ses libations avec des jeunes femmes à peine majeures, et des emails, surtout, échangés avec un important homme d'affaires ukrainien qui implique l'intervention de son père président, alors que ce dernier avait affirmé ne jamais intervenir dans les affaires de son fils à l'étranger. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut remettre en question totalement l'élection de Joe Biden, le mettre totalement dans l'embarras. La CIA finit par mettre la main sur l'ordinateur, mais c'est trop tard, les informations ont commencé à circuler, et les médias démocrates s'acharnent à faire passer ce scandale pour une théorie du complot. Ce qui a permis aux réseaux sociaux de censurer ce qui, pour eux, relevait tout simplement de la fausse information, disinformation, misinformation, fake news, c'est selon. Qui était vice-président à l'époque, oui. Absolument. Oui, il est devenu président juste un mois après, en effet. Pardon. Patatras, seulement 2 semaines avant la date de l'élection, le New York Post publie un article sur cette affaire d'ordinateur portable et confirme sa véracité. La direction de Twitter fait alors des pieds et des mains pour que cette information ne circule pas sur son réseau, c'est quand même publié dans la presse, alertant ses usagers que l'information peut être unsafe, peu sûre. Il devient alors impossible de trouver le lien vers l'article. Ils ont même bloqué la circulation de l'information par voie de messagerie privée, ce qu'ils ne s'autorisaient pour l'instant à faire que pour lutter contre la pornographie infantile. Même la porte-parole de la Maison-Blanche à l'époque,
Kayleigh McEnany, a vu son compte désactivé après avoir partagé l'article sur son compte. Pareil, le compte Twitter de la députée républicaine Lauren Boebert a été censuré à plusieurs reprises, l'empêchant de dialoguer avec ses électeurs pendant les élections. Bon, rapidement, des employés de Twitter remarquent des tensions entre les équipes chargées d'un côté de la politique d'entreprise et les équipes chargées de la sécurité en ligne de l'autre. La décision d'enterrer complètement l'affaire a été prise au plus haut niveau, résultat, mais sans que le PDG de l'époque, Jacques Dorsey, fût mis au courant d'aucune manière. La responsable juridique, politique et financière de Twitter, Vijaya Gadde, joua un rôle clé dans l'ascension de cette information. Cette même responsable fut l'une des premières à être licenciée par Musk à son arrivée. Il faut savoir, l'affaire du portable de Hunter Biden, c'est encore aujourd'hui considéré par beaucoup d'Américains qui n'ont pas suivi l'affaire comme de la désinformation russe. Probablement les mêmes qui considèrent que la Russie a influencé la victoire de Trump en 2016, alors que nous savons aujourd'hui de sources sûres qu'il s'agissait d'un hoax provenant de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Donc les élections de 2020 ont lieu, on va jusqu'en 2020. Pardon, attendez, je me plante pas. On est en 2020, oui c'est ça. Biden l'emporte, Trump conteste les résultats, une manifestation géante a lieu devant le Capitole le 6 janvier 2021, les manifestants entrent dans le Capitole et la presse parle d'insurrection. Alors les images à l'extérieur montrent en effet des altercations très violentes avec les forces de l'ordre. Il y a 150 policiers qui sont blessés, dont certains grièvement. Il y a 2 morts côté policiers, mais alors apparemment de problèmes cardiaques, ça a été vérifié. Par contre, côté partisan de Trump, il y a une ancienne militaire de l'armée de l'air qui est abattue par un policier. Les images des caméras de surveillance, en tout cas à l'intérieur, révélées par le journaliste Tucker Carlson de Fox News, qui après se met à son compte, ne montrent pas de violence, en tout cas de la part des manifestants à l'intérieur du Capitole. Ils discutent calmement avec le service de sécurité. On accuse Trump d'avoir déclenché l'insurrection, sauf que la vidéo de lui qui appelle les manifestants au calme et surtout à rentrer chez eux a elle aussi été censurée par les réseaux sociaux. Facebook a entièrement supprimé la vidéo. Twitter a d'abord étiqueté et restreint la manière dont les utilisateurs pouvaient la partager. Finalement, ils l'ont enlevée. YouTube a également retiré la vidéo de la chaîne de Trump et la plateforme a même déclaré à USA Today, le journal, que la vidéo violait leur politique concernant le contenu qui allègue une fraude généralisée, parce que Trump devait reparler de la fraude supposée des élections ou des erreurs qui ont changé le résultat de l'élection américaine de 2020. Et 2 jours plus tard, c'est le compte officiel Twitter de Donald Trump qui est supprimé. C'est la première fois qu'un compte de président des États-Unis est supprimé sur un réseau social, purement et simplement. La restauration de ce compte sera l'une des priorités d'Elon Musk quand il reprendra les rênes de l'oiseau bleu, qui deviendra bientôt X, et ce, précisons-le, alors que Musk, qui a toujours voté démocrate, ne soutient pas encore Trump. Avant de quitter les États-Unis, je voudrais vous parler rapidement d'une anecdote qui montre que l'appel de la censure peut surgir de là où on ne l'attend pas. C'est bon, je ne suis pas trop long. Ah, quand même, hein, 1h30. Non, 1 heure parce qu'on a commencé à écart, ça va. C'est pas trop long encore. L'animateur de podcast le plus suivi des États-Unis, c'est lui, Joe Rogan. C'est un animateur de UFC, c'est-à-dire c'est du comment on appelle ça, hein? Oui, j'avais Krav Maga dans la tête, mais c'est pas ça. Du MMA, hein. Un animateur de MMA, rien à voir. Assez célèbre et qui finalement a créé son podcast quand c'était pas trop à la mode. Vous savez tous que c'est un podcast, hein. En gros, c'est une émission de radio sur Internet. Et l'originalité, c'est qu'il reçoit son invité et il discute jusqu'à ce que ça se termine. Et ça peut durer 1, 2, 3 heures. Il s'en fiche, il n'y a pas de filtre. C'est une conversation. Parfois, il fume, parfois, il boit un coup. Voilà, c'est très simple et ça marche du feu de Dieu. Et c'est lui qui a réussi, là, dernièrement, à avoir Trump dans son podcast. Ça faisait longtemps qu'il lui demandait de venir. Et Trump est resté, en effet, 3 heures à discuter. Et Rogan a toujours dit que lui était prêt il est plutôt pareil, de sensibilité liberal, c'est-à-dire il est pour la légalisation du cannabis, il est pour la liberté d'expression en règle générale. Donc il dit, moi j'écoute tout le monde, je reçois tout type d'opinion.
Et pendant le Covid, il a aussi bien reçu des médecins proches de l'Agence de santé nationale, la FDA, que des médecins qui avaient un avis un peu plus iconoclaste sur la gestion de l'épidémie. Des gens qui pourtant avaient un gros CV, on pense au professeur McCullough, on pense il a reçu Brett Weinstein, Robert Malone, et l'un de ses médecins le convainc d'essayer l'ivermectine si jamais il attrape le Covid. Ce qu'il fait, il en parle ensuite sur son émission, la volée de bois vert de la presse qui se moque de Rogan pour avoir pris comme traitement ce qui est alors partout décrit dans la presse américaine, dans les médias, comme un antiparasitaire pour chevaux. Non, mais ce que la molécule est aussi, sauf que l'ivermectine, c'est une molécule qui a valu à son découvreur, Satoshi Omura, le prix Nobel de médecine dans les années 70 quand même, et qui a déjà guéri des millions de gens de maladies parasitaires, en particulier la maladie de la cécité des rivières. Et moi, je me souviens, dès 2020, le professeur australien de gastro-entérologie, Thomas Borody, fait une déclaration. C'est quelqu'un de très important en Australie. Il a déjà trouvé un remède dans les années 80 contre les ulcères peptiques. Et il vante les mérites de l'ivermectine contre le Covid. Il dit ça marche très bien, à condition qu'elle soit prise assez tôt. Et je me souviens personnellement avoir lu cette information et m'être dit, je prends le pari qu'ils vont faire subir le même sort à l'ivermectine que le sort qu'ils ont fait subir à l'hydroxychloroquine, et ça n'a pas manqué 6 mois plus tard. Alors, intervient, étonnamment, comme quoi c'est l'ère d'Internet, on rencontre un peu tout le monde dans la bagarre, le chanteur que les plus anciens d'entre vous ont très bien connu, Neil Young, star rock des années 70, qui chantait la liberté totale à Woodstock, qui réclame à la plateforme de streaming de Spotify que le podcast de Joe Rogan soit supprimé parce qu'il relaye de la désinformation sur le Covid. Il menace Spotify d'enlever ses chansons de la plateforme. Spotify refuse, en prenant sous prétexte, il faut quand même leur en savoir gré, parce que c'est rare les plateformes qui tiennent tête. Ils sont suédois, Spotify. Et les Suédois, moi je trouve quand même, on n'a qu'à voir dans les médias suédois, où ils ont un rapport à la liberté aussi supérieur au nôtre, je pense. Et bon, finalement, ils disent non, Spotify, non, on respecte la liberté d'expression. Le chanteur enlève ses chansons de la plateforme. Bon, il les remettra quand même 2 ans plus tard. Ses royalties lui manquaient, j'imagine. Et comme quoi, même ceux, vous voyez, qui ont défendu un mode de vie libre par le passé peuvent devenir les pires censeurs quand ils sont persuadés, je pense que c'est son cas, de mener une juste bataille. Bon, voilà pour l'Amérique. Maintenant, on va retraverser l'Atlantique et faire une étape en Irlande avant de nous rendre au Royaume-Uni. L'année dernière, le gouvernement irlandais a proposé un projet de loi pour lutter contre les infractions liées à la haine contre les minorités fragiles. Ce projet de loi visait à créer de nouvelles infractions de crimes de haine. Et le problème, c'est que ce projet de loi, il ne vise pas seulement les actes de haine, mais aussi les discours de haine, et l'opinion publique s'inquiète alors d'être arrêtée pour des opinions jugées radicales par certains. Il faut dire qu'il y a déjà eu des cas ubuesques dans d'autres pays, comme le Mexique, où un vieil homme a été condamné quand même par un tribunal local à publier un message d'excuse sur Twitter 2 fois par jour pendant 15 jours, après un tweet jugé haineux. Vraiment, vous recopiez 100 fois. Et en Finlande, où une parlementaire a été poursuivie en justice pour avoir simplement questionné la participation de son église à la Gay Pride. Paranoïa ou pas, le problème, c'est qu'une partie de la loi irlandaise veut quand même criminaliser la simple possession de matériel haineux. Donc le simple fait d'avoir un texte ou une vidéo chez vous qui s'attaque un peu trop brutalement à certaines idéologies et à la mode peut, en théorie, vous faire arrêter. Ça pose d'autant plus problème que les sièges sociaux de X et de Facebook en Europe sont à Dublin. Et donc, les responsables des réseaux sociaux, ils pourraient être totalement tenus responsables du contenu haineux qui se trouve sur leur plateforme. Donc, ça ne leur plaît pas non plus. Par ailleurs, le concept de discours haineux, évidemment, s'élargit dans cette loi à la notion de genre, qui pourtant ne fait pas vraiment l'unanimité dans la société irlandaise, qui est quand même plutôt très catholique. Donc, vous pourriez donc être arrêté pour transphobie en refusant de laisser entrer un homme transgenre dans les toilettes des femmes, par exemple, ou en refusant d'admettre que les hommes peuvent avoir leurs règles s'ils s'identifient comme femmes. Mais vous riez, mais si vous ferez l'expérience après, si vous tapez sur Google, sur vos téléphones,
Les hommes peuvent-ils avoir leurs règles? Google vous répond oui, les hommes peuvent avoir leurs règles. Vous vérifierez. Le débat est si féroce en Irlande que la partie sur les discours haineux est finalement supprimée du projet de loi avant son adoption. Donc, victoire pour les partisans de la liberté de parole en Irlande, du moins pour l'instant. Chez leurs voisins écossais, le Hate Crime and Public Order Act, mis en place en 2021, criminalise théoriquement les critiques un peu trop virulentes à l'égard des idéologies identitaires. Jusque-là, les lois de 1986 ne s'attaquaient qu'aux propos racistes. Vous savez que la loi n'est pas la même forcément dans toutes les nations britanniques. Donc ça ne concerne pas l'Angleterre. Maintenant, les lois impliquent les propos haineux contre l'âge, le handicap, la religion, l'orientation sexuelle. Bon, jusque-là, pas de problème, hein, sauf si, bien sûr, vous voulez raconter une blague juive sur une vieille lesbienne tétraplégique. Mais elle s'applique aussi contre l'identité transgenre et, je cite, les variations dans les caractéristiques sexuelles. Pour commettre un délit de provocation à la haine, le comportement doit être considéré comme menaçant ou abusif par une personne raisonnable, pas folle, et avoir pour but de susciter la haine sur la base d'une caractéristique protégée. La loi s'applique aux communications en personne et en ligne. Mais le pire dans cette loi, c'est probablement le fait que le secrétaire de justice du Parlement écossais, à Édimbourg, Humza Yousaf, a insisté avec l'appui de son parti, le SNP, SNP, c'est Scottish National Party, dit avec l'accent écossais, Scottish National Party, pour que soit inscrite dans cette loi la possibilité de poursuivre quelqu'un pour des propos tenus chez lui, donc dans le cadre familial. Ça veut dire que votre conjoint, votre enfant peut le répéter déjà à un prof, votre voisin, parce qu'il a l'oreille qui traîne, peut rapporter à la police des propos haineux que vous avez prononcés entre le fromage et le dessert, après 2 verres de trop de merlot, de lagavulin, hein, en Écosse après tout. Fait amusant, cette loi est d'autant plus controversée que la police écossaise reconnaît ne pas l'appliquer. Elle a autre chose à foutre. Des rapports de Police Scotland révèlent que des ordres sont donnés pour repousser autant que possible l'application de cette loi afin, je cite, d'éviter d'outrepasser les limites ou de provoquer trop de réactions négatives. British phlegma will save us. Le flegme britannique nous sauvera. Je pense qu'il faut souligner qu'un autre problème que posent ces lois, c'est que par peur de la répression, nos sociétés vont de toute évidence s'auto-censurer et éviter au possible de parler de sujets brûlants, alors il me semble qu'il est sain et nécessaire dans des pays démocratiques d'aborder tous les sujets brûlants et de débattre de nos désaccords, certainement pas de les étouffer dans un silence convenu et convenable. Et non seulement nous devons pouvoir débattre de tout, mais nous devons pouvoir rire de tout. Or, les humoristes anglophones s'auto-censurent de plus en plus pour ne pas voir leur programme ou leur spectacle déprogrammé. Toujours en Écosse, l'humoriste homosexuel Andrew Doyle s'est fait connaître en créant un faux profil sur Twitter, celui d'une militante woke hystérique dénommée Titania McGrath. Bien sûr, c'est de la satire politique de la meilleure facture. Moi, je vous encourage à suivre son compte sur X, c'est très drôle. Il a même signé en son nom de Titania, un guide pour devenir un bon petit soldat de la justice sociale, intitulé tout simplement Woke, A Guide to Social Justice, qui est un best-seller aux États-Unis. Alors, grand mal lui a pris, puisque l'année dernière, son seul en scène a été déprogrammé à la dernière minute au grand festival de théâtre d'Édimbourg, le Fringe, c'est le festival d'Avignon britannique, qui cédait ainsi aux pressions des artistes woke qui n'avaient pas beaucoup apprécié la blague. Et maintenant, finalement, en Angleterre, où le débat sur la criminalisation de la parole en ligne est revenu sur le devant de la scène juste après la nomination du Premier ministre Keir Starmer au 10 Downing Street et les émeutes de Southport, dont vous avez entendu parler récemment, qui ont éclaté après le meurtre le 29 juillet 2024 de 3 petites filles au nord-ouest du pays par un jeune homme d'origine rwandaise. Le 30 juillet, la situation dégénère
Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant la mosquée de Southport. Des chants No surrender, nous ne nous rendrons pas, et English till I die, anglais jusqu'à ce que je meure, ont été entendus. Les affrontements avec la police ont commencé dans les minutes qui suivent. Les manifestants se sont barricadés et ont crié leur soutien à l'activiste nationaliste Tommy Robinson, qui a été arrêté par la police britannique il y a quelques jours. Les émeutes se sont rapidement intensifiées et se sont étendues au-delà de Southport. Donc plus de 1000 émeutiers ont été arrêtés, dont le plus jeune est un enfant de 12 ans. Au lendemain des émeutes, le gouvernement britannique a émis des avertissements concernant les messages publiés sur les réseaux sociaux. Il a exhorté les gens à bien réfléchir avant de poster et a évoqué des poursuites potentielles pour incitation à la haine ou à la violence en ligne. Ces mises en garde ont suscité des inquiétudes, forcément, quant à l'effet dissuasif qu'elles pourraient avoir sur la liberté d'expression, et ça c'est mon opinion personnelle, mais je trouve que les Anglais, peut-être de par leur culture, parlent beaucoup plus ouvertement de ce genre de problème que nous, et même dans les médias traditionnels. Il y a plus de débats sur ces sujets-là, et des débats un peu plus calmes aussi, ce qui fait plaisir. Le Premier ministre Keir Starmer a présenté les émeutes comme la manifestation d'une nation brisée et a souligné ce qu'il a appelé le populisme toxique qui avait été autorisé, selon lui, à se développer sous les gouvernements précédents. Le problème, c'est que Starmer n'avait rien déclaré après les émeutes violentes déclenchées par des communautés roms et bangladeshis à Leeds et à Birmingham, qui étaient quand même de très grosses émeutes très violentes. Et Starmer ne s'est pas non plus autant ému des manifestations gênantes de soutien au Hamas dans Londres, à peine 1 ou 2 jours, deux jours plus vraisemblablement, après les massacres du 7 octobre, où on a pu voir des hommes encagoulés faire impunément flotter le drapeau de l'État islamique sur les toits des arrêts de bus londoniens. C'est ça qui lui a valu le surnom en Angleterre de two-tier Keir, c'est-à-dire Keir aux 2 poids 2 mesures. Et là, j'ai un ami qui m'a envoyé d'ailleurs une autre info que je n'avais pas pour le et que je ne savais pas. Si vous excusez un instant, c'est qu'à l'époque où il était Director of Public Prosecutions, je ne saurais pas traduire ça correctement, directeur des prosécutions publiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit correct. Oui, des accusations. Oui, procureur, oui. Ouais. Procureur général, oui. De la couronne, oui. Dans un article au Télégraphe en 2013, il disait que too many Twitter prosecutions could damage free speech. Trop de procès contre les tweets pourraient mettre un fin à la liberté d'expression et aurait un effet refroidissant sur la population. Donc, il a bien mérité son surnom de Keir aux 2 poids 2 mesures. Les autorités ont pris diverses mesures juridiques, y compris des arrestations liées à l'activité sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont été détenues en Grande-Bretagne et inculpées pour incitation aux promotions de la violence en ligne. Il s'agit notamment de cas où des messages ou des retweets, quand on partage le tweet de quelqu'un, ont joué un rôle dans l'aggravation des troubles à l'ordre public. Alors quand bien même il s'agirait de véritables appels à la haine qui tombent sous le coup de la loi et à la violence, rappelons quand même qu'il est évidemment normal et justifié de lutter contre le harcèlement en ligne et contre les appels à la haine. Il est tout de même intéressant de s'arrêter un instant sur l'idée qu'on peut être arrêté aujourd'hui dans un pays occidental pour avoir rapidement partagé un tweet. C'est-à-dire que ce n'est pas votre parole qui vous incrimine, mais c'est la parole de quelqu'un d'autre que vous avez partagée en un simple clic. Tant pis si vous étiez saoul ou un peu énervé ce soir-là, la police, elle viendra frapper à votre porte parce que vous vous êtes excité tout seul sur votre ordinateur et que vous avez partagé les conneries de quelqu'un d'autre. Force est d'admettre que nous en revenons à cette idée qu'il vaut mieux tout de même bien penser que mal penser, et que la bienséance que l'on attend de vous se fait de plus en plus exigeante. On vous passera de moins en moins une parole échappée un peu vite, une blague d'un goût douteux, ou une insulte qui éclate dans un moment de colère. Peu importe le contexte, les mots sont désormais devenus lourds de sens et lourds de conséquences. Ils portent désormais en eux une responsabilité et une culpabilité que nous n'aurions jamais pu imaginer à la fin du siècle dernier.
Au-delà du côté effrayant, terrifiant même, est-ce que ce n'est pas tout simplement glauque? Il faut aussi, je pense, reconnaître quelque chose. C'est que sur les réseaux sociaux, nous n'écrivons pas vraiment. Nous parlons par écrit. Et nos paroles écrites restent et pèsent. Et forcément, quand on parle un peu trop vite, on peut aussi se tromper. Mais on doit préserver le droit de se tromper. Il faut prendre le risque de mal penser pour pouvoir penser vraiment. On a le droit d'être totalement à côté de la plaque, après tout. Si vous relisez vos posts Facebook d'il y a 10 ans, vous le savez aussi bien que moi. On parle beaucoup en ce moment du droit à l'oubli sur Internet. Je pense qu'il va falloir aussi se battre pour le droit à l'erreur et le droit à la légèreté. Parce que tout vient aussi du fait qu'Internet est aujourd'hui devenu... Parce que tout vient aussi du fait qu'Internet est aujourd'hui pris très au sérieux. À cause de la place qu'il a pris dans nos vies, alors qu'il était au début un mode de communication et d'instruction, somme toute, assez ludique. Il doit aussi rester ludique et léger. On doit pouvoir rester ludique. Des enfants à l'autre bout du monde ont aujourd'hui accès à la connaissance grâce à Internet. Comme tout média, comme tout finalement, il est ce qu'on en fait. Quant à la censure, il me semble qu'elle n'est jamais une bonne réponse. Ceux qui emploient la censure pour apaiser une situation ne finissent jamais du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.